2006. L'Organisation mondiale de la santé appelle au secours l'ensemble des laboratoires du monde pour mettre au point des vaccins contre les méningites A et C qui frappent le continent africain. Contre toute attente, ce sont deux laboratoires du Sud associés, l'Institut Carlos Finlay de Cuba et Biomanguinhos du Brésil, qui créent le vaccin Menac à 0,95 $ la dose, 20 fois moins que celui des multinationales occidentales. 19 millions de doses seront distribuées, sauvant ainsi des dizaines de milliers de vies. Imaginez un pays où les soins sont gratuits pour tous, de la visite du généraliste de famille à l'opération chirurgicale. Une médecine intégrée en un tout, où la prévention des maladies est au cœur du système, et la production médicamenteuse uniquement conditionnée aux besoins exprimés par les médecins et les usagers. L'espérance de vie est supérieure à celle des États-Unis, alors que la part du PIB dans la médecine y est largement inférieure. Il compense un grand manque de médicaments et d'appareils médicaux, en produisant 65% de ces médicaments et en formant beaucoup de médecins. Au point d'en exporter, par de nombreuses missions médicales, aussi bien au Sierra Leone ou en Guinée en 2014 lors d'une crise d'Ebola, qu'en Italie lors de la pandémie de Covid, ou dans les territoires d'outre-mer de la France. La recherche abondée par l'État et servie par une excellente formation a en effet permis d'exporter 13 vaccins et de découvrir comment empêcher la transmission du sida ou de la syphilis de la mère à l'enfant. Ce pays est-il la Suède ? La Corée du Sud ? Non, ce pays, c'est Cuba. C'est la preuve vivante qu'un système de santé non capitaliste fonctionne. Devons-nous nous inspirer du système cubain ? Oui. Devons-nous nous méfier du système cubain ? Oui, aussi. Sa révolution a engendré un contrôle bureaucratique du pays sans liberté politique. Nous ne souhaitons pas nationaliser notre système de santé, car ce serait le livrer au contrôle autoritaire de l'État. Nous souhaitons sa socialisation, c'est-à-dire que ces travailleurs et travailleuses en prennent eux-mêmes le contrôle pour diriger la production, en lien avec la société civile. En d'autres termes, nous voulons en faire un commun. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui ça va parler Big Pharma, ça va parler capitalisme, mais surtout ça va parler démocratie, commun et lutte des travailleuses et travailleurs. Et ça se passe dans le premier épisode de Espoir commun. Enfoiré, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss licenciés, séquestrés dans les usines. Il y a des choses dont on a du mal à se rendre compte tant qu'on ne les a pas expérimentées soi-même. Par exemple, la pénurie de médicaments. Lors d'une visite chez la pédiatre, celle-ci me lâche. Au fait, il n'y a plus de Gaviscon pour bébé. Je vais vous prescrire celui pour adulte et vous le reconditionnerez. Aujourd'hui, tout est comme ça. Pourtant, quand on va à la pharmacie, les étals sont toujours pleins à craquer. Mais à en croire un documentaire Arte, les flux de médicaments sont plus tendus que jamais, et il donne l'exemple de la pharmacie de l'hôpital de Rennes, en pénurie chronique. Pire, certains médicaments comme le BCG Medac, seul à même de soigner le cancer de la vessie, manquent terriblement. Pour me rassurer, je me suis tourné vers une amie pharmacienne, à qui je n'avais jamais pensé poser ce genre de questions, et j'espérais un démenti. Ça a donné. T'as déjà connu, toi, des pénuries de médicaments à l'hôpital ? Bah oui, c'est globalement le quotidien du métier. Tu connais le BCG Medac ? Oui, on en délivre qu'à l'hôpital, il est en rupture d'approvisionnement depuis des années. Mais tu sais, en ce moment, on manque même de Doliprane 1000 ou d'Amox. Mais du coup, ça arrive que des patients meurent faute de médoc ? Régulièrement, car on n'a pas de médicaments équivalents, du coup l'état de la personne est encore plus difficile à maintenir. Ces 2 dernières décennies, les pénuries de médicaments et de produits sanitaires ont été multipliées par 20 en Europe. Sanofi a arrêté la production du BCG Medac en 2016, avec comme raison invoquée des difficultés de production. Les salariés de Sanofi ont pourtant tout donné pour permettre aux médicaments d'être produits, même d'après leur direction. Et quand l'industrie vient à défaillir, les travailleuses et travailleurs ne ménagent pas leur peine pour amortir la casse. Aux Pays-Bas, des pharmaciens et pharmaciennes créent eux-mêmes, au sein d'une dizaine de pharmacies publiques, les médicaments que le marché ne peut fournir. Le prix final est en moyenne 6 fois inférieur à celui du marché, même si les méthodes de production sont plus artisanales. Au nom d'un principe éthique, les médecins gèrent tant bien que mal la pénurie. Ils créent un système de points fondé sur des critères uniquement médicaux pour décider qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Mais qu'en est-il des causes structurelles ? Les médecins les connaissent-ils ? Si on consulte la revue du praticien, il semblerait que ces causes structurelles soient bien connues. La pression économique conduit l'industrie pharmaceutique à rechercher les fournisseurs les moins chers pour les différents composants du médicament. Cette rationalisation des coûts de fabrication a incité les laboratoires à délocaliser leurs sites de production à l'étranger et à produire leurs médicaments à flux tendu. La moindre défaillance d'un des acteurs intervenant dans le processus de fabrication du médicament peut créer une rupture de stock avec une possible répercussion internationale. On observe donc comme cause principale de rupture de stock des problèmes liés à l'outil de production et aux difficultés d'approvisionnement en matières premières. Enfin, les ruptures de stock peuvent être également consécutives à des arrêts de commercialisation. Si on lit entre les lignes, les désastres médicaux viennent de la quête du profit des multinationales. Et le fait que ça ne soit pas dit explicitement n'a évidemment rien à voir avec le fait que la revue du praticien appartienne à Sanofi. Face au risque de pénurie, il arrive que les plus libéraux des gouvernements réagissent. Ainsi,
Emmanuel Macron annonce, en contradiction avec toute sa théorie économique, que l'État va faire revenir la production de paracétamol à l'usine du Roussillon où elle existait depuis 2008. En contradiction avec son dogme ? Peut-être pas tant que ça. Le gouvernement paiera à l'entreprise un tiers des coûts pour rapatrier la production. C'est un cas d'école de l'État qui se met au service des entreprises privées. Et si jamais il rentre en conflit avec elles ? Prenons le cas du groupe ALK, qui refusait que le gouvernement espagnol impose une baisse des prix de ses stylos injecteurs d'adrénaline. Pour certaines personnes victimes d'allergies, la possibilité d'utiliser un de ces stylos immédiatement peut s'avérer vitale en cas de crise. Il permet de tenir le temps d'arriver à l'hôpital. L'intérêt de vendre des médicaments, c'est que c'est une question de vie ou de mort, donc pour ceux qui peuvent les acheter ou non, et l'entreprise se retrouve en position de force. ALK refusa tout simplement de vendre en Espagne pour faire craquer le gouvernement. Si les pénuries nous paraissent si étranges, c'est aussi parce qu'elles ne concernent pas tous les médicaments, on ne manque en effet jamais de Viagra, ni toutes les catégories de personnes, en témoignent les pénuries d'hormones pour les personnes trans. Aux États-Unis, après le grand ravage des opiacés dans les ghettos noirs dans les années 90, ce sont désormais les banlieues pavillonnaires et la petite classe moyenne américaine qui sont touchés. Avec 65 000 décès par overdose en 2016, ces produits font 2 fois plus de morts que les armes à feu. Fait inédit, l'addiction commence par une prescription chez le médecin. Il y a environ 20 ans, Purdue Pharma lança sa pilule vedette, l'Oxycontin, réservée à l'origine aux malades du cancer en phase terminale et à la chirurgie lourde. Un immense travail de lobbying engendra une nouvelle politique de santé vis-à-vis de la douleur. Des pouvoirs publics aux patients, tout le monde se mettra à réclamer ce médicament miracle. La pression sur les praticiens devient énorme. En Ohio, ceux-ci vont prescrire jusqu'à 68 pilules par an et par habitant. Le marché de l'Oxycontin passe de 45 millions à 1 milliard de dollars. L'industrie pharmaceutique inonde en permanence le marché de produits aux effets bénéfiques contestés, essayant au maximum de contourner les contre-indications pour augmenter ses ventes. Nous sommes, paradoxalement, tout à la fois en régime de pénurie et de surproduction. Ultime exemple phare, la dépakine du laboratoire Vidal. Alors que les effets sur le fœtus sont connus de longue date, celui-ci a, d'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, continué à provoquer pendant 50 ans des malformations et des dégâts cérébraux chez 2150 à 4100 enfants. Il faudra le combat héroïque d'une mère, Madame Marine Martin, pour enrayer cette horreur. Au terme d'une longue bataille judiciaire, elle force les compagnies à apposer sur leur boîte de médicaments un logo de contre-indication pour les femmes enceintes. On pourrait se dire que ces exemples sont des cas limites, des dysfonctionnements malheureux mais nécessaires du système de production de médicaments qui de fait soigne beaucoup de personnes. Mais qu'en est-il du fonctionnement normal de l'industrie pharmaceutique ? On n'insistera jamais assez pour dire que ce sont des entreprises comme les autres, qui ont pour nécessité de générer un maximum de profit, avec le poids d'une réglementation contraignante, supposée garantir que les besoins de la population soient assurés. Prenons un médicament qui n'a pas posé de problème particulier, la piostacine. Vous comme moi n'en avez probablement pas entendu parler, et en tout cas il est associé à aucun scandale. La piostacine, c'est un médicament antibiotique traditionnellement prescrit pour les infections dermatologiques. Mais au cours des années 90, le pôle marketing de Sanofi-Aventis se rend compte que le marché des infections respiratoires est en très forte croissance, et que la piostacine peut être repositionnée car elle est efficace sur de nombreux germes. Sanofi met en marche son armée de visiteurs médicaux, et ils organisent des visites, des dîners, des congrès, distribuent des goodies, des catalogues marketing, des résumés scientifiques. Ils font des profils psychologiques des médecins, ils vont à la pharmacie du coin pour recouper les données de vente avec ce que les médecins prétendent avoir prescrit. Bref, toute la panoplie commerciale pour persuader les médecins de l'adopter. Et quand on dit l'adopter, c'est qu'on entraîne les visiteurs à insister pour que les médecins l'utilisent immédiatement, pas en cas d'échec d'un traitement. Et si vous avez le même âge que moi au plus, vous êtes peut-être surpris, parce que vous avez tous en tête le fameux « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Il a fallu du temps pour que ça devienne aussi hype, mais dans les années 90 déjà, on est en pleine prise de conscience de la résistance bactérienne aux antibiotiques, et le volume total de prescription des antibiotiques a bien diminué. Eh bien la piostacine fait exception, entre autres parce que pendant plusieurs années, le laboratoire raconte que ce produit, lui, n'engendre pas de résistance, avant de finalement abandonner cet argument sous les retours perplexes de nombreux médecins. En régime capitaliste, un médicament c'est un bien comme un autre. Il a une valeur d'échange, son prix sur le marché, et une valeur d'usage, son utilité à la société. Ces deux valeurs sont au cœur de l'affrontement des forces sociales. Si, par exemple, un service des études de marché estime que la valeur d'échange d'un type d'antibiotique est trop faible, alors les recherches et productions de nouveaux antibiotiques s'arrêteront. C'est ce qui s'est passé pour Sanofi-Aventis, qui s'est détourné des recherches sur les maladies infectieuses au profit du diabète et du cancer plus rentables, alors que la question des bactéries résistantes aux antibiotiques devenait l'un des tout premiers problèmes de santé publique mondiale. Cette quête de profit a donc une autre conséquence invisible, la pénurie de médicaments qui aurait été découvert si l'effort de recherche avait été mené. Mais le pire, c'est qu'elle engendre aussi, de façon visible, une surproduction de mauvais médicaments. On trouvera toujours des personnes de bonne volonté et professionnelles qui tentent d'endiguer le système,
Par exemple, sur ce problème, vous avez l'excellente revue Prescrire, écrite par des professionnels de santé indépendants, qui publie chaque année un rapport sur les médicaments à retirer du marché, selon eux, ceux dont le rapport bénéfice-risque est jugé insuffisant. Mais peut-on se contenter d'une digue face à un tsunami ? Généralement, à ce stade, beaucoup de gens se tournent vers l'État. Mais s'il intervient aussi auprès des médecins, un de ses objectifs est de faire baisser les coûts qui pèsent sur la sécurité sociale. Pour cela, il utilise les mêmes techniques en envoyant auprès des médecins les délégués de l'assurance maladie, souvent eux-mêmes d'anciens visiteurs médicaux. Finalement, c'est au sein même du monde du travail qu'on peut trouver des oppositions. Par exemple, des personnes syndiquées qui luttent contre l'arrêt de la publicité pour un médicament dès lors qu'il est plus rentable, ou d'autres travailleurs qui vont même jusqu'à faire grève contre l'arrêt de la production de ces médicaments. Et les résistances se créent même de façon inconsciente parfois. Sanofi, par exemple, a constaté que plus elle laissait ses visiteurs médicaux connaître des médecins, plus les deux se faisaient confiance, plus cela poussait les visiteurs à remettre en cause la stratégie commerciale de l'entreprise. En conséquence, Sanofi décida de muter régulièrement ses employés pour casser cette solidarité. J'ai beaucoup évoqué la quête de profit, mais au fait, est-ce que ça fait tant d'argent que ça, les entreprises pharma ? Alors on connaît les exemples de médicaments hors de prix, par exemple Sovaldi dont la production se monte à 74 € et est facturée 56 000. Mais après tout, pour un médicament mis sur le marché, combien de médicaments ne sont pas certifiés ? Donc si vous êtes inquiet pour Big Pharma, je tiens à vous rassurer. Le secteur pharmaceutique se porte très bien, il a même été classé par le magazine américain Forbes comme le secteur le plus rentable devant la finance, l'industrie de luxe et l'énergie. En 2017, les ventes mondiales de médicaments ont représenté 1200 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de l'Espagne. C'est 6% de plus qu'en 2016 et 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Le prix des médicaments n'est pas fixé de façon à équilibrer le bilan des boîtes. Il est fixé de façon différentielle suivant les pays, afin uniquement de maximiser le profit engendré. Et que se passe-t-il quand quelqu'un réussit à produire pour moins cher ? En dehors de tout lien avec l'industrie pharmaceutique, un professeur américain, Philip Rosenfeld, avait trouvé un médicament miracle contre la DMLA, une maladie de l'œil liée à l'âge pouvant mener à la cécité et touchant des millions de personnes. Il avait obtenu ces résultats formidables en reconditionnant un ancien médicament du laboratoire Roche utilisé contre le cancer du côlon. Mais entre-temps, le laboratoire Novartis a mis au point un médicament strictement équivalent selon toutes les études. Et il n'était pas question de laisser passer une telle opportunité de vente. En combinant entente entre capitalistes, marketing agressif et même procédures juridiques contre les États réticents, Novartis réussit à imposer son médicament à un prix 40 fois plus cher. Lorsque Novartis et Roche se sont découpés le marché mondial, même l'amende de 180 millions d'euros reçue par les deux laboratoires pour entente illicite en Italie ne suffit pas à les faire renoncer à leurs pratiques. D'ailleurs, si on regarde la liste des entreprises qui ont payé plus d'1 milliard de dollars d'amende entre 1991 et 2017, on trouve par exemple Johnson & Johnson, Teva, Merck, Abbott, Pfizer, Novartis, Eli Lilly, Schering-Plough, Milan, AstraZeneca, GSK, bref, tout le monde est là. Finalement, c'est encore un visiteur médical de Novartis, Oswald Billotta, rendu célèbre pour avoir dénoncé publiquement les fraudes et la tendance fâcheuse de son entreprise à corrompre les médecins, qui est le plus crédible dans la solution qu'il propose. Je cite, « Le système dans son entièreté doit être détruit et reconstruit d'une façon juste. » À ce degré de généralité, tout le monde pourrait être d'accord. Qu'est-ce qu'on veut précisément détruire ? Qu'est-ce qu'on veut précisément reconstruire ? Nous gardons les travailleuses et travailleurs et la propriété d'usage, et nous supprimons la propriété lucrative et le profit. On rappelle que 30 à 40% des budgets des laboratoires vont au marketing, et seulement 20% du budget est consacré à la R&D. Le taux de profit de l'industrie est environ 20%, secteur le plus rentable. Quasiment aucun travail de recherche fondamentale n'est réalisé par des entreprises privées. Ainsi, les résultats du déchiffrage du génome humain n'ont jamais été brevetés. Ce déchiffrage a été réalisé grâce à un effort international qui a coûté 3 milliards de dollars de fonds publics sur une période de presque 10 ans. En revanche, l'industrie pharmaceutique privée peut capter les fruits de ces recherches. Justement, qu'est-ce qui, selon vous, permet à l'industrie pharmaceutique de réaliser de tels profits ? Son outil de prod, on a vu que la production est largement éclatée et sous-traitée, provoquant des pénuries. Ses chercheurs, sa capacité d'innovation, on a vu comme l'industrie pharmaceutique capitalise largement sur la recherche publique, ou sur le rachat de start-up issues de la recherche publique, ainsi que la faible part de son budget affecté à la R&D. Le trésor de guerre de l'industrie pharmaceutique, c'est en réalité ses brevets, c'est-à-dire son exclusivité d'exploitation commerciale d'un procédé protégé par la propriété intellectuelle. Les brevets pharmaceutiques sont délivrés, comme tous les autres brevets, pour une période de 20 ans à compter du dépôt. Lorsqu'un brevet tombe, il est alors possible pour d'autres industriels pharmaceutiques, publics ou privés, d'exploiter commercialement la production de médicaments, appelés alors génériques, et vendus généralement 30% moins cher que le médicament d'origine. Dans les faits, de nombreuses pratiques permettent aux industriels pharmaceutiques de prolonger ces brevets. On appelle ces pratiques evergreening. Le principe consiste à déposer des brevets sur tous les aspects d'un même médicament. Méthode de traitement, formulation solide, liquide ou poudreuse, méthode de fabrication, intermédiaires chimiques,
mécanisme d'action du traitement, packaging et marketing en tubes, en sachets, en flocons. Et par la suite, en effectuant des changements insignifiants sur l'un des aspects d'un traitement, la firme pharmaceutique en question peut tenter de déposer un brevet pour garder le monopole. Et afin de protéger leur brevet, les industriels pharmaceutiques ont également fréquemment recours au procès contre les fabricants de génériques. Les arguments en faveur de la propriété intellectuelle et des brevets sont bien connus et inlassablement répétés dès lors qu'est posée la question de la levée des brevets, par exemple en période de pandémie ou de crise sanitaire majeure. Donc on va passer en revue 5 arguments fallacieux. Le premier, c'est que les médicaments ne peuvent être des biens publics parce qu'ils sont rivaux. Un médicament dont bénéficie mon voisin est une dose de moins pour moi. Et exclusif. Le médicament de mon voisin ne peut être partagé avec moi. L'économiste Paul Samuelson a montré, pour certains, que par opposition au commun, ce genre de bien est géré de façon optimale par la propriétarisation et les marchés. Mais une telle conception néglige le fait que, si les médicaments sont exclusifs et rivaux, leurs formules et le système de production eux-mêmes pourraient être gérés comme des communs. C'est ce qu'on s'efforcera de démontrer. Le numéro 2, c'est que chacun devrait être propriétaire des produits de son travail parce que ça serait intrinsèquement juste. Mais à ça, on peut répondre qu'aucune œuvre, aucune création n'est produite à partir de rien. Les idées sur la base desquelles on crée des nouvelles nous sont venues de l'extérieur, par l'enseignement, par des lectures. Pour un médicament, la production de nouvelles molécules ne peut se faire que sur la base de l'utilisation de connaissances et de techniques antérieures. De plus, les nouvelles idées ne sont possibles que si les anciennes sont accessibles et en libre circulation. Le troisième argument, c'est un argument moral en faveur de la propriétarisation des idées, qui relève de la reconnaissance de paternité. Mon œuvre, c'est moi. Par conséquent, s'en saisir sans me citer, c'est une atteinte à ma personne. Mais pour ça, il existe évidemment des licences de type Creative Commons ou des brevets ouverts qui permettent de reconnaître la paternité sans autoriser l'usage exclusif ni la marchandisation. Le numéro 4, c'est le seul argument déontologique qui apparaît solide en faveur de la protection de la propriété intellectuelle. C'est celui de la compensation pour le travail fourni, dans le but de permettre à ceux qui participent à l'enrichissement intellectuel de l'humanité de vivre de leur activité. Mais pour nous, une telle rétribution n'impose pas d'en passer par la propriétarisation, ni par la paternité. Il suffit d'un simple revenu contributif. Enfin, le numéro 5, c'est qu'il faudrait accepter les mécanismes du brevet pour encourager les agences privées à chercher et à trouver, empêcher les individus de s'approprier et de commercialiser leurs découvertes, équivaudrait à supprimer l'incitation à la recherche. Plusieurs analyses tendent à prouver à l'inverse que l'incitation à innover qui est créée par l'existence de brevets est en réalité fictive, ou tout au moins à nuancer fortement. Un article scientifique célèbre, Can Patents Deter Innovations? The Anti-Commons in Biomedical Research, a en effet démontré que le renforcement des brevets, supposé stimuler la recherche biomédicale, a conduit à l'assécher, sous les restrictions d'accès à la connaissance. De plus, les institutions publiques qui ont d'autres modèles de financement sont aussi capables de faire des découvertes. C'est par exemple les laboratoires publics français qui sont les premiers à avoir découvert les bienfaits de la trithérapie contre le sida, en 1996. Face à cette politique de propriété intellectuelle qui entrave l'accès aux médicaments, de nombreuses luttes s'élèvent. Par exemple, les manifestants de l'ONG sud-africaine Treatment Access Campaign qui clamaient en 2000 les droits des patients contre les droits des brevets. La reconnaissance des brevets de produits pharmaceutiques est du reste une affaire assez récente dans de nombreux pays industrialisés. Il faut attendre 1960 pour la France, 1968 pour l'Allemagne et 1976 pour le Japon. Tandis que les pays européens et le Japon intègrent progressivement les médicaments dans la sphère des brevets, les pays en développement, en premier lieu le Brésil et l'Inde, connaissent un mouvement inverse. Les prix des médicaments, soumis aux brevets des industriels, sont exorbitants et totalement décorrélés des prix de production. Pour pouvoir se les procurer, l'Inde et le Brésil ont mis en place des laboratoires pharmaceutiques publics, avec à la fois un objectif de recherche et à la fois un objectif de reverse engineering des médicaments brevetés par les industriels de Big Pharma. Ça a donné non seulement des avancées scientifiques conséquentes, mais aussi des baisses de prix systématiques. Si les multinationales s'y refusent, les laboratoires publics se tiennent prêts à lancer la production grâce à l'utilisation de la licence d'office par le ministère de la Santé. La licence d'office est un dispositif juridique qui permet d'exploiter une invention brevetée moyennant le versement d'une rétribution. Et un tel contrat peut être contracté librement ou, dans certains cas précisés par la loi, imposé par la puissance publique. Ce fonctionnement a également permis de nouer des partenariats internationaux, par exemple entre l'Inde et le Brésil, mais aussi avec le Mozambique ou l'Afrique du Sud. Ce formidable système, mis en place par des pays du Sud afin de renforcer leur indépendance sanitaire, s'est vu attaqué lorsque ces pays ont rejoint l'Organisation mondiale du commerce. On leur a alors imposé la signature de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui entérine la mise en place de brevets sur le médicament. Le Brésil et l'Inde ont donc dû signer ces traités respectivement en 1996 et en 2005. Or, le brouillon de cet accord a été écrit par le syndicat de l'industrie pharmaceutique américaine dès les années 80. Cette dernière voulait conserver son avance et voyait d'un très mauvais œil cette industrie des génériques se développer rapidement. Depuis, des ONG continuent à se battre, notamment sur le plan juridique, contre les brevets abusifs de Big Pharma. Ainsi, grâce à une combinaison d'expiration de brevets et de contestation judiciaire, le coût du traitement le plus courant contre le VIH a baissé de plus de 80%
entre 2003 et 2007. Et pour finir, on va garder en tête la réponse de Jonas Salk, l'inventeur du vaccin contre la poliomyélite, à un journaliste qui lui demandait qui détenait le brevet du vaccin. « Eh bien, je dirais le peuple, il n'y a aucun brevet. Est-ce que vous pourriez breveter le soleil ?» Comment réaliser le vœu de Jonas Salk et garantir que les médicaments appartiennent en effet au peuple? Quelles institutions il faut mettre en place? C'est à cette question qu'on va maintenant s'attaquer. Comme on vient de voir, l'industrie pharmaceutique est profondément dysfonctionnelle. Mais on va pas s'arrêter à ce constat, et on va pas non plus faire confiance à une bonne régulation. La solution qu'on vous présente, c'est le PSM, pour pôle socialisé du médicament, et elle repose sur la théorie des communs, c'est-à-dire sur une gestion démocratique et une économie non soumise au marché. Le rôle du PSM, c'est la production de médicaments par un profond processus d'industrialisation, la distribution des médicaments dans le circuit hospitalier et officinal habituel, et la découverte de nouveaux traitements grâce à la recherche fondamentale et appliquée, en partenariat avec les universités et hôpitaux. Mais avant de présenter le PSM en détail, on fait un petit retour sur la théorie des communs. Alors des biens communs, on en connaît tous, qu'ils soient matériels comme une forêt ou une rivière, ou immatériels comme un logiciel libre. Mais plutôt qu'une ressource, un commun c'est une institution. En l'occurrence, c'est le fait que les participants à une même activité délibèrent et co-instituent les règles de droit qui la gouvernent. C'est pour cette raison qu'on parle de commun et pas de bien commun. On peut résumer les propriétés d'un commun de la manière suivante. Un commun, ça garantit un accès à tous. Un commun est inappropriable, que ce soit par une entité privée ou publique, comme l'État. Et ça oppose donc le droit d'usage à la propriété, qu'elle soit privée ou publique. Un commun possède une gouvernance citoyenne directe, c'est-à-dire démocratique. Une des conséquences majeures de cette conception d'un commun, c'est l'affranchissement de la tutelle de l'État, et bien évidemment aussi de celle du marché. Si on est fidèle à cette conception du commun, on voit que notre objectif n'est plus tant de prendre le pouvoir de l'État, mais que la population auto-institue sa société. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte, car jamais, nulle part, les dominants d'une société n'ont accepté de rendre le pouvoir sans y être forcés. Mais ce sur quoi on voudrait insister, c'est que quand les choses vont mal, on a tendance à se tourner vers l'État, en demandant par exemple de meilleurs services publics, ou une meilleure politique économique. C'est le cas par exemple lorsque les soignants en lutte cherchent à obtenir plus de moyens. Mais pourtant, c'est ce même État qui s'emploie inlassablement à défaire les services publics, comme la SNCF ou EDF. Donc, on l'a dit, un commun ça se distingue d'un service public. Les services publics, c'est des entités à deux faces. D'un côté, c'est des instruments de l'État qui lui servent à gouverner et à contrôler les populations dont il a la responsabilité, mais de l'autre, ils représentent également une institution sociale garantissant la préservation de droits collectifs, souvent conquis à la suite de longues luttes. Les services publics, ils concernent à la fois ceux qui les fournissent, dont les opérateurs peuvent être des entreprises privées ou publiques, des administrations publiques ou encore des fondations, associations ou des mutuelles, et ceux qui les reçoivent, les usagers. Et ils sont l'objet d'une permanente négociation entre ces deux pôles. Et le caractère public de la propriété n'est pas consubstantiel au service public. On peut toujours le privatiser, on peut toujours aligner la gestion des entreprises publiques sur celle du privé. Tandis que les communs permettent, eux, une remise en cause du rôle de l'État, de sa bureaucratie et sa soumission au marché dans son administration des services publics. À l'inverse d'un service public financé par l'impôt, un commun est forcément financé par les cotisations sociales. Nous, les cotisations sociales, on les appelle salaires socialisés, salaires mis en commun. Ça permet de reconnaître que le domaine non marchand crée aussi de la valeur économique et de retirer cette part du domaine de la propriété lucrative. La question qui reste, c'est qui détermine le taux de cotisation, et donc le financement total alloué au fonctionnement du commun. Et plutôt que de renforcer l'État en lui confiant ce pouvoir, on préfère un référendum annuel sur la base de propositions d'une assemblée citoyenne et de représentants du commun. Je sens que c'est un peu abstrait. Un exemple. La cotisation, c'est justement le système de financement qui a été adopté pour le régime général de la sécurité sociale, mis en place en 1947 par les militants communistes CGT, et qui a également permis de financer l'effort d'investissement nécessaire à la construction du réseau de CHU sans recourir à la dette. Le régime général de la sécurité sociale a donc été conçu à l'origine comme un commun, géré paritairement, à raison de 3/4 des sièges alloués aux syndicats de travailleurs élus par les assurés, le quart restant revenant au patronat. Depuis 1947, les organisations patronales et l'État n'ont cessé d'attaquer ce régime afin d'en reprendre le contrôle. Comment ça fonctionne concrètement la théorie des communs appliquée au PSM ? On crée une gouvernance démocratique et non technocratique comme celle d'un service public ou managériale comme celle d'une entreprise pharmaceutique. Et cette gouvernance inclut tous les acteurs concernés. Le pouvoir au sein des boîtes est partagé entre les travailleurs et travailleuses et les citoyens et citoyennes usagers. La recherche étant un des éléments fondamentaux du PSM, un conseiller scientifique tient également un rôle dans l'orientation des décisions scientifiques. Si on veut éviter d'être déconnecté du réel, on doit également prendre en compte la dimension territoriale.
Par exemple, au niveau des départements, on confie des responsabilités aux acteurs de terrain, aux associations, aux élus locaux, dans les caisses primaires d'assurance maladie. Et enfin, on met en place, dans chaque composante, des contre-pouvoirs, avec des procédures de tirage au sort ou d'élection, afin d'éviter les diverses formes de capture technocratiques, territoriales, corporatistes. Le PSM est constitué comme un collectif de travail. Tous ces travailleurs ont le droit de participer à sa vie politique. Ça veut dire que la diversité des travailleurs doit être respectée, sans domination du corps médical, notamment en représentant les professions souvent oubliées, comme pourraient l'être les restaurateurs ou les buandiers, à l'intérieur même de l'hôpital. Alors si la gouvernance du PSM assure que son activité est issue de délibérations des participants, il faut encore préciser la nature de l'activité, autrement dit son volet économique, son appareil de production. La phase en amont de la production de médicaments, c'est celle de recherche, à la fois fondamentale et appliquée, qui a pour objectif de découvrir de nouveaux traitements, mais également le reverse engineering de médicaments existants afin de maintenir une connaissance scientifique de pointe. Le PSM collabore avec les institutions publiques, universités et hôpitaux, et met ainsi fin au transfert de connaissances de la recherche publique, financée par la collectivité, vers l'industrie pharmaceutique privée, capitalisant les profits. Les découvertes du PSM, elles ont vocation à profiter au plus grand nombre, et elles suivent bien sûr pas la logique de propriété intellectuelle et de brevet de l'industrie pharmaceutique, mais celle de licences libres et gratuites, qui permettent l'usage, l'étude, la modification et la redistribution. Et enfin, le PSM permet de produire tous les médicaments dont les brevets sont tombés dans le domaine public, c'est-à-dire les génériques. Adossé à un tel pôle, un gouvernement volontaire pourrait, par exemple, faire plier les multinationales en menaçant de façon crédible d'activer la licence d'office. Souvenez-vous, c'est ce rapport de force qu'ont exploité avec succès l'Inde et le Brésil. Il serait également possible de demander la levée de certains brevets concernant des produits utiles à l'intérêt général. La production de médicaments par le PSM nécessite un long processus d'industrialisation. L'objectif à terme, c'est de contrôler toute la chaîne productive, de la matière première au produit fini. Les médicaments sont ainsi fabriqués localement et sans dépendance aux industriels pharmaceutiques privés. Mais ça, c'est pas envisageable d'emblée, et ça nécessite une transition durant laquelle une part de la production reste dans les mains d'économies capitalistes. En aval de la production, la distribution de médicaments se fait dans les hôpitaux et dans les pharmacies habituelles, dans un objectif d'égalité d'accès sur tout le territoire. Les médicaments ainsi produits et distribués par le PSM sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale, qui doit retrouver son statut de commun. Reste alors, pour soustraire l'ensemble de la santé au marché comme à l'État, à transformer le statut de l'hôpital public, de service public à celui de commun, en modifiant son financement et sa gouvernance qui doit revenir, comme pour le PSM, aux travailleurs et aux usagers, dépossédés par la gestion libérale actuelle. Et la médecine libérale et la pharmacie de ville complètent naturellement ce dispositif, car ils sont conventionnés par des assemblées citoyennes. Alors en avril 2020, les députés de la France Insoumise ont déposé une loi pour la création d'un pôle public du médicament. Et la mission du PPM est très proche en apparence de celle du PSM. Mais la différence principale, et non des moindres, concerne le financement et l'administration du PPM, conçu par France Insoumise comme un service public et non comme un commun. Il est financé par 6 milliards d'euros annuels d'impôts via la suppression du crédit impôt recherche, de l'argent public qui a par exemple financé Sanofi à hauteur d'1 milliard d'euros sur les 10 dernières années. Et il est gouverné par un conseil d'administration dont la composition est décrétée en Conseil d'État, nommant des personnalités du Conseil national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Haut Conseil de la santé publique, des associations des usagers du système de santé publique, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. On remarque par exemple qu'aucune place n'est prévue pour les travailleurs du médicament. La proposition de loi a été rejetée, bien sûr, trop progressiste pour une Assemblée nationale soumise à la logique du marché, et même en période de pandémie, et même si les médecins sont surreprésentés dans cette instance. On voit qu'à gauche, on continue de mobiliser sur le service public, et ces propositions placent les citoyens et surtout les travailleurs dans un rapport de force défavorable face à l'État et au marché. Mais alors comment concrètement mettre en place le PSM ? Faisons une expérience de pensée. Un gouvernement de type France Insoumise, ou plutôt de son aile très à gauche, accède au pouvoir en France, et il passe une loi de nationalisation qui permet l'expropriation des actionnaires. Un secteur entier de la production, vital et très rentable, sort donc du régime de production capitaliste. On crée donc là une alternative macroéconomique d'une grande envergure, et nécessairement la réaction des opposants sera à la hauteur. Toutes les armes macroéconomiques sanctuarisées notamment dans les traités européens seront mobilisées. On assistera à la fuite des capitaux, à l'envolée des taux d'intérêt sur la dette française, à une tentative d'assèchement de la monnaie par la BCE, comme pour la Grèce ou Chypre. Lors de la crise grecque, Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, avait déclaré « Il ne peut y avoir de décision démocratique contre les traités européens ». Et de fait, les résultats des référendums de 2005 en France et en Irlande avaient été violés 2 ans plus tard. La leçon de cela, c'est que nous ne pouvons pas compter sur le respect du jeu électoral démocratique par les forces qui défendront les actionnaires de l'industrie pharmaceutique.
D'un autre côté, des secteurs de la population favorables se mobiliseraient pour faire advenir ce projet coûte que coûte. Finalement, quelle prévision peut-on faire sur un tel événement ? Le PSM peut-il exister à l'échelle nationale, au milieu d'un océan d'économie capitaliste ? L'industrie du médicament en France actuellement, c'est 100 000 salariés dans 300 entreprises réparties sur tout le territoire, avec 35% à la production, 23% à la commercialisation, 16% au support, 13% en R&D, 9% à la qualité et 4% à l'information médicale. Le pôle devra tenir son bras de fer avec ses rivales multinationales et les États capitalistes voisins. Alors si on peut espérer que les entreprises pharmaceutiques ne voudront pas boycotter un marché aussi riche que le marché français, le pôle restera, du moins un temps, dépendant d'économies capitalistes pour une part de la chaîne de production. Mais le contraire est aussi vrai, le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en France se divisant en 50% en national et 50% à l'export, ce qui équilibre en partie le rapport de force. Le pôle pourra concéder des achats d'éléments contre un transfert de techniques, produire en masse des médicaments génériques. En procédant ainsi, il réduira dans la durée sa dépendance aux productions capitalistes. Et on ne part pas de rien, puisque d'ores et déjà une boîte de médicaments vendue sur 3 est un générique, et qu'il représente 83% des médicaments inscrits au répertoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament. En plus, le pôle pourra s'allier à d'autres pays souhaitant porter un projet similaire. On a vu que de telles collaborations ont été fructueuses entre l'Inde et le Brésil, mais également avec l'Afrique du Sud, dans le cas de la reproduction de la technologie mRNA par exemple. De tels exemples d'expropriation d'entreprises étrangères ont déjà eu lieu par le passé. Ça a été le cas des compagnies de gestion du canal de Suez ou du pétrole vénézuélien en 2007. C'est difficile, c'est conflictuel, mais c'est donc absolument pas impossible. Comment les mettre en œuvre ? Il est parfois très tentant de racheter en partie les capitaux pour avoir la paix, mais en fonction du rapport de force en présence, ça peut se faire de façon plus ou moins graduelle en payant ou non des indemnités, même si nous, évidemment, on a notre préférence. Mais un tel projet ne doit pas prendre la forme d'une nationalisation, mais d'une socialisation, et celle-ci ne se décrète pas d'en haut. Elle doit être menée par des grèves et par des prises de contrôle d'usines directement par les travailleurs et les travailleuses et leurs alliés. Voici pourquoi. Récemment, le gouvernement de centre-gauche de López Obrador, au Mexique, s'est attaqué à une partie de l'industrie pharmaceutique agissant dans son pays en raison de sa corruption et de son refus d'accepter les règles sanitaires de production. En rétorsion, les lignes de production ont été fermées par des dirigeants d'entreprise, provoquant d'énormes pénuries de médicaments. Des centaines d'enfants, dont la vie dépendait de ces productions, furent victimes de ce refus de produire, et une partie de la population se retourna contre le gouvernement mexicain, qui fait désormais appel à des ONG et un mécanisme onusien d'habitude réservé aux pays les plus pauvres pour obtenir des médicaments. À vouloir éviter ainsi tout conflit frontal sur le contrôle de la production, en se coupant des seuls à même de faire continuer la production, les travailleurs, un gouvernement se met lui-même en position d'échec. Dans les deux cas de nationalisation mentionnés précédemment, le pétrole au Venezuela, le canal de Suez en Égypte, les gouvernements n'eurent au moins pas peur d'attaquer frontalement les multinationales. Ils pouvaient compter sur l'appui massif d'une grande partie de la population. Et pourtant, les travailleuses et travailleurs ne prirent pas le contrôle sur leur vie. Une fois de plus, l'absence de dividendes versés à des actionnaires ne s'accompagna pas d'une prise de contrôle démocratique sur la production. Ça a ouvert la porte à l'autoritarisme de l'État et à la corruption. Si on n'instaure pas la démocratie en entreprise, les décisions stratégiques sont mises hors de portée des citoyens et la corruption bureaucratique a de fortes chances de s'installer. Prenons un exemple encore plus proche du PSM. Peu de temps après la révolution cubaine, tout le système de santé fut nationalisé. Cela fit suite à une fuite en avant anticapitaliste dans un pays en proie à l'agression des États-Unis. Comme on l'a vu en introduction, si les résultats de santé attestent des immenses possibilités d'un système nationalisé, la production n'en demeure pas moins aux mains d'un gouvernement autoritaire et les travailleuses et travailleurs sont in fine traités comme des mineurs dans ce cadre. Les expériences historiques, qu'il s'agisse du Chili entre 1970 et 1973, de l'Algérie après la guerre d'indépendance ou des suites de la révolution d'octobre 1917 en Russie, montrent que toutes les structures étatiques, même quand elles sont mises en place par des révolutionnaires, veulent toujours reprendre le contrôle de la production. Nous devons donc nous en affranchir si nous voulons éviter de tomber de la dictature actionnariale du capitalisme dans un autre type de contrôle oligarchique de la société. Il est donc essentiel d'imposer une structure immédiatement démocratique, sans contrôle de l'État, et en conséquence, seuls les travailleurs et les travailleuses peuvent y parvenir. C'est ce genre de politique par les masses, sans médiation hiérarchique, qui fut mise en place pendant la courte révolution hongroise de 1956, mais qui fut pour cela même vite brisée par l'appareil étatique et militaire de l'URSS. Prendre intégralement le contrôle de l'industrie pharmaceutique serait à coup sûr un triomphe démocratique au sein même des entreprises et permettrait une transparence totale de la production. La confiance serait rétablie envers la production de santé. De plus en plus de citoyens ont d'immenses réserves envers les productions médicamenteuses, tant ils constatent que celle-ci n'est pas effectuée dans leur intérêt. Cette méfiance, elle est légitime, mais tant qu'on critique Pfizer et consorts sans jamais remettre en cause le fondement capitaliste de ces méfaits, tant que l'on critique les profits sans parler de socialisation, on ne sert à rien. Au sein du PSM et non d'un service public, la chaîne de production est contrôlée du début à la fin.
Les corrupteurs pharmaceutiques ne peuvent donc pas acheter des représentants en politique pour faire passer leurs lois. Et grâce au monopole, on évite le double écueil connu des coopératives plongées dans un environnement capitaliste. Lorsqu'elles appartiennent aux travailleurs, elles ont tendance à se transformer en sociétés capitalistes comme les autres, et lorsqu'elles appartiennent aux clients, les travailleurs sont dépossédés de leur travail. Un dernier avertissement, méfions-nous des victoires incomplètes. On l'a vu en 1946, le régime général de la sécurité sociale ne fut pas complété par le contrôle du taux de cotisation interprofessionnel par les travailleurs, même si imposer un taux unique en faisait un outil de classe. L'État a su en jouer pour défendre les profits des capitalistes et torpiller la santé. De la même façon, avoir laissé les mutuelles privées se constituer avec l'Agirc-Arrco en 1947 a ouvert la voie à l'affaiblissement progressif de la sécurité sociale. Les riches n'avaient plus intérêt à donner aux services communs, le ver était dans le fruit. Nous avons déjà évoqué beaucoup de luttes, le plus souvent individuelles, pour résister aux aspects les plus choquants de l'industrie pharmaceutique. Mais les luttes les plus importantes pour nous, c'est les conflits qui éclatent régulièrement au sein même des groupes industriels du secteur pharmaceutique. Parmi les derniers exemples en date, en décembre 2021, 1000 salariés sur les 25 000 de Sanofi France s'étaient mis en grève, avaient organisé des assemblées générales pour demander une revalorisation salariale en phase avec les profits du groupe. Quelques mois plus tard, ils se remirent en grève pour protester contre les suppressions de 400 emplois en R&D en plein épisode pandémique et alors que l'entreprise enregistrait bénéfice sur bénéfice. Et on pourrait donner encore d'autres exemples de grèves faites pour imposer des embauches, remplacer des contrats précaires par des CDI et résister à la prise de contrôle par les managers de la manière de produire dans un unique but de rentabilité. La France connaît une période riche en révolte, en rébellion. On peut citer les retraites en 95, 2010, 2019, le soulèvement de 2005, le mouvement des Gilets jaunes, les marches antiracistes, les mouvements féministes. Tous ces mouvements nous donnent beaucoup d'espoir, mais ils ne portent pas encore le combat au cœur de la propriété privée des moyens de production. Loin de là. C'est d'ailleurs pour pousser dans ce sens qu'on fait cette vidéo. Parce qu'on voudrait que ces mouvements, et ceux au sein de l'industrie, s'allient. Vu les objectifs, on aurait aussi besoin de s'internationaliser. Il pourrait sembler naturel, dans le cas français, de penser à l'Union européenne comme cadre qui permettrait au PSM de l'emporter et de gagner son indépendance. Mais la construction européenne est explicitement construite comme un outil antidémocratique et ultralibéral. Un droit social du commun, qui est construit sur le socle d'une dépropriation, c'est-à-dire au-delà de la propriété, qu'elle soit privée ou étatique, se heurte frontalement aux intérêts économiques dont l'UE est l'outil préférentiel. La question des brevets des vaccins pendant la pandémie de coronavirus est très bien illustrée. Les européistes de bonnes intentions constatent avec étonnement et effroi que la Commission européenne est entièrement affiliée aux intérêts de Big Pharma, alors même jusqu'à parler de syndrome de Stockholm de l'UE envers Big Pharma. Mais c'est vite oublié que l'UE a été construite pour servir les grandes entreprises. Elle annonce dès l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'elle a la compétence exclusive de l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. L'UE est un défenseur intraitable des droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire du droit à l'exploitation commerciale des brevets, dans son article 118. Dans le cadre de l'établissement du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union. Il nous faut donc une autre institution, une association par-delà les institutions capitalistes, une fédération de communs. Celle-ci, à l'instar de la conception proudhonienne du fédéralisme, ne peut être que radicalement non étatique. En aucun cas, la fédération ne peut consister dans la coordination des différents espaces d'autogouvernement du commun par une autorité centrale administrative, telle qu'un super-État intégrant verticalement différents États-nations. Si nous voulons porter ce combat directement au sein des entreprises maintenant, nous devons prendre pleinement en compte leur caractère multinational. Pour donner un ordre de grandeur, Novartis, c'est en 2021 environ 100 000 employés de 143 nationalités différentes, avec un board composé, lui, de seulement 8 nationalités issues de pays du Nord. Johnson & Johnson, Bayer et Sanofi comptent aussi 100 000 salariés ou plus. Dans le cas de Sanofi, ils sont répartis à hauteur de 47 000 en Europe, 40 000 sur les marchés dits émergents, 13 000 aux États-Unis et 5 900 sur le reste du monde. C'est donc un défi d'ampleur de réussir à se coordonner sur cette échelle, par-delà les différents pays, par-delà les différentes spécialités, en reconnaissant nos intérêts communs. Il nous paraît donc prometteur de créer des forces syndicales révolutionnaires au sein des géants multinationaux qui préparent leur socialisation. Il faut noter que des rencontres internationales syndicales au sein de l'industrie pharmaceutique ont déjà eu lieu en 2017, mais vraisemblablement pas dans le sens révolutionnaire nécessaire. Jusque-là, nous avons parlé de la santé, mais le raisonnement que nous avons tissé s'applique à beaucoup d'autres secteurs, et tant que la société n'est pas entièrement socialisée, l'exploitation perdure. Alors à quelle vitesse devons-nous procéder ? Ce sera probablement décidé par l'intensité de la violence de ceux qui s'y opposeront. C'est pour ça que nous devons, pour finir, être prêts à prendre le contrôle immédiat de tous les secteurs de la société. Une leçon de choses en ce sens nous fut livrée par la tragique expérience chilienne. En 1970, un gouvernement de gauche radicale, allié à la bourgeoisie progressiste, mit en place de grands plans d'étatisation de sociétés clés. S'ensuivit une période révolutionnaire de 1000 jours. Nombreuses travailleuses et travailleurs prirent le contrôle de leur entreprise et se chargèrent de casser les embargos et les grèves du patronat.
Les prises furent en partie institutionnalisées, mais le gouvernement se révéla très réticent à laisser ce peuple qui devenait conscience de sa force s'organiser lui-même. Il chercha sans cesse à garder le contrôle du mouvement, tout en ménageant les secteurs qui voulaient sa chute, et prétendit incarner le seul rempart face à la guerre civile. C'est peut-être la leçon la plus importante à retenir de cet épisode. Le gouvernement le plus progressiste qui soit a fini par s'opposer aux travailleurs, sans doute même avec les meilleures intentions. Allende mourut assassiné par le chef militaire auquel il avait fait confiance, en ayant refusé d'armer les travailleurs, en s'opposant à l'émergence d'un pouvoir populaire de conseil dans les entreprises, et en ayant cru que cela éviterait la violence. C'est aussi en ce sens que l'existence d'une coordination des révolutionnaires, indépendante des partis politiques de gauche qui ne luttent que pour les élections, est primordiale. Une coordination révolutionnaire qui, elle, mène la lutte au sein même des entreprises, au sein même du capitalisme. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première de la chaîne et nous espérons qu'elle vous a plu. Sur cette chaîne, nous aborderons par différents thèmes les dégâts que cause le capitalisme. Si le constat de ces dégâts est souvent partagé, il semble que cette dénonciation suffise pour nombre de ses contempteurs, en pensant que de petites réformes ad hoc seraient déjà un premier pas suffisant. Ce n'est pas notre point de vue. C'est pourquoi, non contents d'exposer les méfaits du capitalisme, nous essaierons sans cesse de questionner la faisabilité des réformes à l'intérieur même du capitalisme. Nous chercherons aussi à mettre en lumière les combats qui mettent en place des alternatives, des solutions. Nous chercherons à rendre aux travailleuses et aux travailleurs la mémoire de leur lutte et à défricher les stratégies de prise de contrôle communiste par le peuple. Tout un programme. Si ce programme vous enthousiasme autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à liker et à partager cette vidéo pour donner de la visibilité à notre travail. Et nous sommes également preneurs de vos retours et critiques en commentaire. Merci. Elle me dit qu'elle a mal, elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal, elle me dit qu'elle a mal, elle me dit qu'elle a mal, elle veut que je sois son médicament. C'est la